Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Après les EHPAD, c'est au tour des crèches privées d'être rattrapées par le scandale. On se souvient de ces retraités mal nourris, mal soignés, victimes de la course à la rentabilité. Le phénomène touche aussi la petite enfance. Le dernier rapport de l'Inspection générale des affaires sociales est affligeant à ce titre. 2 livres à paraître vendredi le confirment. Certaines crèches privées sont devenues des machines à fric. Plus d'1 milliard d'euros de bénéfices partagés entre 4 groupes. Grandir, Babylou, La Maison Bleue et People et Baby. Et si on prend le temps ce matin sur Europe 1 de vous parler de cette affaire, c'est que les témoignages qui nous parviennent font froid dans le dos. Et il y a celle que nous appellerons Marie. Elle a exercé comme éducatrice pendant 2 ans dans 2 crèches privées, Maison Bleue puis People et Baby en région PACA. Révoltée par le silence que lui impose son employeur, elle parle et se confie sur Europe 1 pour que les parents sachent la vérité. J'ai été référente d'une petite fille qui est rentrée en crèche à l'âge de 3 mois. Cette petite fille était assez menue, portait des couches taille 2, sauf que nous, dans notre crèche, on n'en avait pas, on n'avait que du taille 3. Trop grande, donc lorsqu'elle urinait, en fait, la pauvre, ça coulait le long de ses cuisses et on devait la changer sans cesse. Et pendant plusieurs mois, on a demandé à notre directrice et aux supérieurs de nous fournir des couches taille 2 et ça n'a jamais été fait. On passe 70% de notre temps à faire du ménage et le reste, avec les enfants, c'est juste pour les nourrir, les changer et les accompagner lors du temps de sieste. C'est tout. Mais malheureusement, lorsque les visites de crèche sont effectuées, c'est que du pareil. C'est mensonge sur mensonge et les parents tombent dans le panneau. Un témoignage de Marie, éducatrice, recueilli par Camille Moreau. Les crèches privées représentent 20% des places disponibles en France. Et on en reparlera avec la chef du service société d'Europe 1, Mélanie Gomez, dans quelques minutes. L'actualité ce matin, c'est aussi les prix des carburants. 1,96 € le samplon, 95 en moyenne. 1,86 € pour le gasoil. Et encore, on ne dépasse pas souvent les 2 € le litre dans certaines villes. Et vous l'avez sans doute constaté, si vous faites le plein, la barre des 2 € est effectivement parfois allègrement franchie dans certaines stations. De quoi exaspérer les automobilistes. On est à presque 60 € pour 30 litres, trop cher. On ne peut pas se permettre de laisser les gens payer tout le temps 2 €, 2 €. Il faut qu'ils puissent le vivre quand même. Quand on sait que Total a fait 11 milliards de bénéfices, qui disent qu'ils se sacrifient, j'ai du mal à y croire, quoi. Moi, je me demande juste où sont passés les gilets jaunes. En 2020, on était à 1,49 € le litre. Ils manifestaient, là on est à 2 €, il n'y a plus personne. Des automobilistes parisiens en colère au micro d'Alexis de la Fléchère. Alors comment peut-on expliquer une telle hausse, Margot Faudéré ? Eh bien, tout d'abord, par le cours du pétrole brut. C'est la matière première des carburants et son prix a augmenté cet été. Olivier Gantois est le président de l'Union française des industries pétrolières. Le pétrole brut, au début de l'été, était à 76 $ le baril. Aujourd'hui, il est à 86 $ le baril. Ça fait une augmentation de 10 $ le baril ou, traduit en centimes par litre TTC, ça fait à peu près 6 centimes. Et puis s'il y a une telle envolée des prix, c'est aussi parce qu'il n'y a plus d'aide générale de l'État depuis janvier dernier. Et cela risque de durer. Le gouvernement n'envisage aucune nouvelle aide. Et ce, alors que la tendance est toujours à la hausse des prix. L'Arabie Saoudite, un des principaux fournisseurs mondiaux, a aussi annoncé continuer de réduire sa production jusqu'en décembre. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Emmanuel Macron, au rapport, le compte-rendu des rencontres de Saint-Denis avec les chefs de parti se fait attendre. C'est Emmanuel Macron lui-même qui doit s'en charger. Cette note de synthèse résumé des 12 heures d'échange avec l'opposition aurait dû être présenté aujourd'hui à l'occasion d'un séminaire gouvernemental. Aux dernières nouvelles, ce ne sera pas le cas. Le Conseil d'État rendra sa décision sur l'interdiction de l'abaya demain au plus tard. En attendant, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, demande au procureur une réponse pénale ferme, rapide et systématique en cas d'atteinte grave à la laïcité. À gauche, l'Union s'effiloche. Après les communistes et les écologistes, les socialistes bien partis pour présenter leur propre liste aux européennes. La direction du PS en a acté le principe, mais laisse le soin aux militants de trancher. Vote prévu le 5 octobre. Il est 7h05 sur Europe 1. Première journée d'audience épuisante au procès de Redouane Faïd. Il a eu raison des accusés et de leurs avocats. Le braqueur multirécidiviste comparé pour sa spectaculaire évasion de la prison de Réau en 2018. Cette fois, pas d'échappatoire possible pour lui comme pour ses 11 co-accusés. Cette première journée consacrée à la lecture des faits a pris des airs de jour sans fin. Compte rendu d'audience, Wilfried de Villers. Pendant plus de 3 heures, la présidente égrène un à un les faits de l'évasion de Redouane Faïd à ses 3 mois de cavale en passant par son interpellation dans son fief de Creil. Il est 20h30 passé quand la litanie prend fin, mais l'audience est loin d'être terminée. La présidente interroge alors méthodiquement les 12 accusés, dont 5 membres de la famille Faïd, sur chacun des faits qui leur sont reprochés. Reconnaissez-vous les faits d'évasion en bande organisée ? Oui, répond Redouane Faïd, qui sera resté impassible, presque avenant tout au long de la journée. L'épuisement se fait sentir alors que la soirée avance. Les avocats de la défense réclament une suspension. Refusée, martèle la présidente qui veut aller au bout.
au point que Redouane Faïd et les autres accusés refusent de répondre à la suite de son interrogatoire. Il est 22h05 quand l'audience prend fin. Elle aura duré plus de 12 heures. C'est une technique. La présidente cherche à épuiser les accusés dès le départ, glisse l'une des avocates de la défense. Wilfried de Villers qui assiste à ce procès pour Europe 1. L'actualité à l'étranger, des condamnations très lourdes au procès de l'attaque du Capitole aux États-Unis. Plusieurs dizaines de tués également au Burkina Faso après une offensive attribuée aux djihadistes. 22 ans de prison pour l'ancien chef d'un groupe d'extrême droite Proud Boys. Enrique Tarrio n'était pas à Washington le jour de l'assaut, mais le juge estime qu'il était de fait le dirigeant ultime du complot. Au Burkina Faso, une nouvelle attaque djihadiste contre des militaires burkinabés fait 53 morts. Le pays qui a demandé et obtenu le départ des troupes françaises cherche désormais de nouveaux partenaires pour assurer sa défense. Et on reste en Afrique, le départ des militaires français. Il en est également question au Niger. Et la surprise, c'est que la France discute avec la junte au pouvoir. Une partie des 1500 soldats français pourraient quitter le pays. Un changement de pied pour Paris qui, jusqu'à présent, refusait d'en entendre parler. Sébastien Lebelzik, comment expliquer ce changement de cap ? Eh bien parce que depuis le 26 juillet et la chute en fait du président Bazoum, les militaires français sont tout simplement confinés dans leur base à Niamey, Oualam et à Yorou, à la frontière du Mali. Depuis un mois en fait et la dénonciation par la junte des accords de coopération militaire entre les deux pays, les hélicoptères, les drones et les avions français sont cloués au sol. Les soldats ne sortent plus de leur caserne. En clair, comme l'explique le ministère français de la Défense, la mission de nos troupes est à l'arrêt et il est donc normal de discuter maintenant d'un retrait ou plutôt d'un redéploiement d'une partie de ces militaires vers le Tchad, où se trouve la principale et finalement la dernière base française dans la région, une base aérienne avec avions de chasse, appareils de transport, hélicoptères et drones. Il faut rappeler qu'au plus fort de l'opération Barkhane, la France a déployé jusqu'à 5500 hommes dans le Sahel, mais c'était avant cette série de coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il faut donc maintenant redéployer nos troupes et les concentrer sur une seule position forte qui pourrait donc être le Tchad. Sébastien Lebelzik. Et puis si la France souffre de la chaleur, 44 départements placés en vigilance canicule. La Grèce affronte des pluies torrentielles. Elles ont déjà fait un mort selon un bilan provisoire. Allez, on part à Londres pour une vente aux enchères qui fait déjà saliver les fans du groupe Queen et de leur défunt chanteur Freddie Mercury. Eh oui, Dimitri, quelques notes de ce piano acquis en 1975 et sur lequel le chanteur a composé Bohemian Rhapsody. Le piano, c'est le piano qu'on entend là. C'est le piano qu'on entend, absolument. Il est en vente chez Sotheby's avec bien d'autres objets. Il y a des manuscrits, plein de choses. Estimation entre 2 et 3,5 millions d'euros. Enfin, les sports, Fabien Galtier dévoilera cet après-midi la liste des joueurs retenus pour affronter la Nouvelle-Zélande vendredi. Match d'ouverture, bien sûr, de la Coupe du Monde. Oui, et pour revenir à Freddie Mercury, il y a toutes les tenues aussi qu'il portait. J'ai pas tout cité parce que la liste est très très longue. Je vous imagine dedans Christophe Lamar, ça aurait de la gueule. Freddie Mercury qui était né un 5 septembre hier, c'était son anniversaire, il aurait eu 77 ans. Eh oui, carry on les amis, rien n'est très important comme disait Freddie Mercury. Merci mon cher Christophe Lamar, on vous retrouve tout à l'heure à 8h30.